Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Cette semaine encore, l'actualité a été marquée dans notre île. Des sujets que nous allons évoquer dans cette émission. Je vous propose de retrouver mon invité avec moi. On va en parler juste après. Je viens de retrouver mon invité, il est avec moi, il s'agit d'Ali Debré Combo, conseiller départemental nouvellement élu de Mamoudzou 3. Bonjour Ali Debré. Bonjour. Alors on vous connaît, vous avez déjà participé à l'émission, mais cette fois-ci avec une autre fonction. On va alors parler de l'actualité comme d'habitude de cette semaine. Donc cette semaine on a eu cet événement, cette visite manquée de la maison Létard qui a été classée la semaine dernière monument historique et je vous laisse regarder ces images. L'affaire a fait grand bruit la semaine dernière et pour y faire suite, une trentaine de visiteurs se sont donné rendez-vous ce midi devant la bâtisse. Tous ont répondu à la notification lancée vendredi dernier sur les réseaux sociaux, invitant la population à venir visiter les lieux. Pourtant, une fois sur place, ni visite guidée, ni pancarte d'information sur les horaires d'ouverture, mais juste un portail clos, bien gardé par des agents de sécurité. Entre déception et colère, du côté des visiteurs, le ton est vite monté. Aujourd'hui, nous sommes là pour visiter la maison de Sarangé qui a été classée monument historique. Mais apparemment, il y a eu quelqu'un qui a mandaté des agents de sécurité on n'a pas le droit de visiter. Et donc nous on demande juste c'est qui cette personne qui se cache derrière, parce que comme on sait et on le voit, on nous dit ici que c'est la justice qui a bloqué, on nous dit, mais on voit rien d'affiché. Parce que nous on est venu en paix, on est venu juste visiter un monument historique et puis on s'en va. On n'est pas là pour la violence, rien du tout. L'appel a donc bien été entendu, mais pour ceux qui ont fait le déplacement, cela va bien au-delà d'un simple classement en monument historique. Cette affaire vient surtout attiser le feu dans un contexte où les Mahorais s'interrogent de plus en plus sur leur avenir et leur devenir. Je suis venu voir le monument historique de la préfecture. Parce que je pense que même ma mère aussi a une maison qui devrait être un monument historique. Ce n'est pas seulement ma mère, l'ensemble des mères mahoraises. Donc nous avons des maisons semblables à celle-là qui devraient être des monuments historiques. Ok ? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? On sait qu'on est en Afrique du Sud. La France commence à faire toujours ses bêtises. Dans un pays, entre parenthèses, indépendant. Un goût amer, voire d'injustice, voilà ce qui restera aux visiteurs pour ce rendez-vous manqué. Du côté de la préfecture, il est indiqué que le dossier de classement de la maison avait été ouvert en juillet 2014 et que la CIM en avait été informée. Ce que dément aujourd'hui Mahmoud Aziari. On vient de voir ce reportage Ali Debré et on voit que beaucoup de ceux qui sont venus pour visiter sont mécontents, voire ont un sentiment d'injustice. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je suppose qu'au-delà du fait que ces gens qui étaient venus pour visiter n'ont pas pu accéder à cette maison classée monument historique, une première pour Mayotte, il me semble. Je pense qu'il faut s'interroger sur la manière dont cela a été fait et l'objectif aussi de cette procédure. Il est quand même étonnant que des monuments, des dossiers, de ce qu'on en a entendu, ont été déposés pour ce genre de procédure et jusqu'ici, il n'y a pas eu de réponse. Alors, on apprend que cette maison, en l'espace de moins d'une année, la décision a été prise et que ça a été fait. Bon, ce n'est pas le souci, sauf que quand on parle de monument historique, normalement, ce n'est pas un endroit où on peut habiter. Ici, on a compris qu'à Mayotte, il y a toujours des exceptions. L'exception Mayotte. Spécificité mahoraise. La spécificité mahoraise, aujourd'hui, elle est encore plus flagrante. Mais
On Donc peut c'est pour ça comprendre, on peut comprendre que les Mahorais, la population, se sentent un petit peu lésés, trahis ou considérés comme, je ne sais pas. Oui, parce que là, il y a beaucoup d'ironie aussi, en dehors du fait du mécontent, qu'ils soient mécontents. Il y a l'ironie, ma mère aussi a une maison comme ça, nous on veut visiter. Donc c'est une réponse un peu ironique aussi pour montrer que la situation est forcément est incompréhensible pour beaucoup. Incompréhensible. Vous savez, les maisons SIM, qui n'a pas habité il a parlé de sa maman, on peut dire nos grands-mères aussi. Ils ont eu des maisons SIM. Et nous tous, on aurait aimé qu'un jour soit classé, bien sûr, monument historique, parce que ce sont les premiers bâtis mahorais de valeur, si vous voulez. Alors, on nous a expliqué que la SIM a voulu, à la place d'une seule maison, en construire 24 logements. Il est où l'urgence ? Est-ce que c'est de classer cette maison, parce que pour moi c'est une maison, c'est pas un monument, c'est de classer cette maison monument historique de façon à protéger des intérêts ou la construction de 24 logements qui auraient pu abriter 24 familles. Alors selon nos dernières informations, il semblerait que Vincent Liétard doive quitter les lieux justement pour répondre à cet impératif du monument historique en fait, qui est censé ne pas être habité. Alors on va continuer à l'Île-de-Bray avec un autre sujet, la police municipale également dans le mécontentement suite à un événement qui s'est produit la semaine dernière. Un de leurs collègues s'est fait envoyer des pierres au visage lors d'un rassemblement de jeunes enfants. On regarde ces images. Ce matin, les grilles de l'annexe de la police municipale de Mamoudzou sont closes. Les agents réunis à l'intérieur du poste de police municipale ont arrêté de travailler ce matin. En cause, le caillassage d'un de leurs collègues vendredi soir à Doujani alors qu'il rentrait d'une intervention à Tsunzu. L'homme a été attaqué par une bande de jeunes alors qu'il était dans son véhicule de fonction. Selon son témoignage, il avait reçu un coup à la tête et se serait évanoui avant d'être conduit au CHM. L'agent accuse une interruption temporaire de travail de 2 jours. Pour l'adjoint chargé de la sécurité, cet incident vient s'ajouter aux autres nombreux problèmes auxquels la police municipale est aujourd'hui confrontée. La police municipale de Mamoudzou est confrontée à une montée des actes de délinquance, à une montée en fait de leur charge de travail, ce qui est tout à fait compréhensible compte tenu de la population de Mamoudzou, mais je pense qu'il est temps, qu'il est nécessaire qu'on puisse, la municipalité puisse réfléchir ensemble sur cette question et apporter des solutions à la fois à la population, mais également aux agents, aux fonctionnaires de la police municipale. Un quotidien d'insécurité grandissante qui est partagé par les habitants du chef-lieu. Cette dernière histoire inquiète particulièrement la population. Que ce soit la police nationale ou la gendarmerie ou municipale, qu'importe les forces de l'ordre, on doit un respect envers les forces de l'ordre. C'est tout, ils sont là pour mettre de l'ordre, informer les gens, ne pas faire ci, ne pas faire ça et appliquer quoi. J'espère que les jeunes appliqueront ce genre de trucs-là. Et qu'on reste au respect de ce genre de personnes parce qu'ils sont quand même des êtres humains, quoi. Ça reste des êtres humains, ils ont des familles comme nous et moi je trouve qu'ils font du bon boulot, quoi. Nsurongwamba police municipale katojwala wabanu ça fait bandailio amba katojwala wabanu ya farudi police nationale amsaidie taikiamba ashinde afanye hazini. Et les violences envers les dépositaires de l'autorité publique sont une réalité. Selon le bilan de la sécurité présenté par la préfecture, ces actes ont augmenté de 70,83% en 2014, soit 71 faits contre 24 l'année précédente. Les policiers municipaux de Mamoudzou ont repris leur service à la mi-journée. Ils espèrent maintenant entamer des négociations avec les élus de la ville autour de leurs conditions de travail. La police municipale dans le désarroi, c'est quand même une situation inquiétante puisque c'est eux qui sont censés sécuriser la population. Si eux-mêmes ne se sentent pas en sécurité, comment on va faire ? Déjà, moi je pense qu'il faut saluer le travail qui est fait par les forces de l'ordre ici de manière générale, pas que la police municipale. On peut aussi là-dedans intégrer aussi les pompiers, puisqu'on n'est pas sans savoir qu'ils sont aussi
victimes de ce genre de bêtises, on va parler comme ça. Et c'est très inquiétant, comme vous le dites, parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il n'y a aucun respect. Il n'y a pas de respect au-delà du respect du grand frère qui symbolisait quand même notre société. Il y a un phénomène qui apparaît ou qui est apparu et qui prend le pas sur la population, de sorte à ce qu'aujourd'hui, les gens ne se sentent pas en sécurité. Dans la commune de Mamoudzou, bien sûr, c'est plus marqué, mais de manière, on va dire, globale, on assiste à cette montée sur l'île. On a assisté récemment aux événements de Tsingoni, mais avant Tsingoni, il y avait Tsararano et Dembeni au lycée de Kahani. Et aujourd'hui, on voit que des jeunes lancent et de manière, je vais dire, gratuite, agressent des forces de l'ordre. Forcément, ça pose question de cette jeunesse qui aujourd'hui donne l'impression qu'elle n'est pas écoutée. Est-ce que cela justifie justement ces actes de violence? En aucun cas. Oui. En aucun cas. Bien sûr, il y a d'autres manières de revendiquer. Ils ont des élus de proximité qui peuvent solliciter quand ils ont des problèmes, quand ils veulent discuter de quelque chose. Il y a le maire qui est là, mais on ne sait pas. Est-ce que c'est une manière de nous interpeller, nous, les élus, justement, ou c'est un message qu'ils veulent nous faire passer? On ne sait pas. En tout état de cause, on ne peut pas. Cela ne peut pas continuer. Il faudra rapidement que les élus de la commune de Mamoudzou, nous les élus que nous sommes, on se retrouve tous sur la même table et qu'on discute, qu'on essaie de dégager des pistes, de chercher des solutions, parce que cette jeunesse d'aujourd'hui, c'est quand même les citoyens, les adultes de demain. Et si ils commencent dès leur jeune âge à faire ce genre de bêtises, mais qu'est-ce qu'il en ressortira demain? Vous parlez de jeune âge, justement, ils sont âgés, ceux-là étaient âgés de 8 à 12 ans, c'est très très jeune pour commencer justement à faire des actes de délinquance. Comment on prend en charge au niveau de la commune de Mamoudzou? Je ne sais pas si vous avez des pistes, de choses déjà effectuées, de projets à mettre en place. Comment on prend en charge ce genre de public? On est dans Mamoudzou, dans la zone urbaine, il faut comprendre. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a des zones dans cette commune qui sont des quartiers avec de grosses difficultés. Je pense qu'ils ont été repérés. Et dans ces lieux-là, il faudra peut-être essayer d'apporter d'autres solutions. Déjà, dans un premier temps, il est important de rencontrer la population de ces quartiers, recenser les difficultés, même si on les connaît, mais aller à la rencontre, discuter, et puis forcément, avec cette jeunesse, on pourra essayer, avec les parents, trouver des solutions, ne serait-ce que de court terme, pour justement envisager l'avenir dans de meilleures conditions. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des associations dans notre commune, c'est une chance, on a plein d'associations, mais est-ce qu'ils sont vraiment actifs sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils proposent à cette jeunesse pour le sortir du désœuvrement? Autre sujet que l'on va évoquer ici à l'Île-de-Bray, celui du plan VALS, le plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, un plan mis en place suite aux événements qu'on a connus en janvier dernier, les attentats de début d'année. Je vous laisse regarder ces images, on en parle juste après. Il y a des mots qui blessent et qui tuent. Les insultes, les gestes, les actes, cette violence, cette insécurité du quotidien qui s'abattent sur nombre de nos concitoyens. Une
enveloppe de 100 millions d'euros sur 3 ans, un plan décliné en 40 mesures. Il n'en fallait pas moins pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Et parmi les mesures proposées, la répression des discours de haine qui passerait ainsi du droit de la presse au droit pénal, le racisme et l'antisémitisme devenant une circonstance aggravante pour tous les crimes et délits. Également dans la ligne de mire du gouvernement, les actes et propos de haine proférés sur la toile. Autre phénomène pointé du doigt, l'islamophobie qui depuis les attentats de janvier enregistre une nette augmentation de 126 actes et menaces anti-musulmans en 2014 contre 37 en 2013 avec une forte communauté musulmane. Comment la nouvelle est-elle accueillie à Mayotte? Le Premier ministre, il veut que ça se réalise ici, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Puisque le problème, c'est que, en fait, chacun dit que ma religion, c'est plus valeureux que les autres. Lui, c'est pas bon pour lui, là. C'est pas le grand problème actuellement. Si on arrive à trouver des solutions par rapport à ça, bon, c'est bon. Ce sera vraiment la paix ici en France, en fait. Du côté de la population, les avis semblent donc plutôt favorables, car pour beaucoup, ce qui compte véritablement, c'est le respect qu'ont les uns envers les autres. Du côté des religieux, on ne remet pas non plus en cause le plan, mais l'on s'interroge tout de même sur la manière de faire. L'État ne peut qu'être tout simplement un arbitre qui surveille ou qui donne les orientations et les cadres qui permettent à chacun de vivre sa croyance avec une certaine liberté, mais en cohérence et en cohésion avec les règles qui fondent la République. Tout simplement, la dernière fois quand les cadis sont allés au ministère de l'Intérieur et qu'ils ont tenu, qu'on appelle déjà donc une réunion interministérielle dans laquelle nous avons défini effectivement donc ce que doit être les règles, n'est-ce pas, de pratique de la religion musulmane en France. Si le sujet est plus que préoccupant en France hexagonale, à Mayotte, la problématique du racisme et de l'antisémitisme ne provoque pas plus de remous que l'on aurait pu imaginer. Un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme avec un volet sur l'islamophobie à Mayotte. Comment vous voyez, on l'a vu dans le reportage, les gens réagir. Vous, est-ce que ce genre de mesure est vraiment importante ici? Est-ce que ça s'imposait? Il est vrai qu'à Mayotte, pour l'instant, on est sur, on va dire, une tranquillité relative. Si je dis relative, et je pèse mes mots, parce que je me souviens qu'il y a 4 ou 5 mois en arrière, on a assisté quand même à une mise en scène dans la commune de Mamoudzou qui nous a rêvé en quelque sorte. Et là... Laquelle mise en scène? On avait vu tous dans les médias des fundis qui avaient fait descendre, fait défiler des jeunes élèves coraniques, me semble, d'une madrasse de la commune dans les rues, mais avec une posture de militaire, enfin, je veux dire. Et personne ne s'attendait à ce qui s'est passé dans les rues de Mamoudzou. Donc il faut prendre les choses avec attention, mais se dire quelque part que les autorités doivent, et je pense encore plus ici à Mayotte, parce qu'on est dans une petite île, on doit contrôler, on doit être au courant de toutes les personnes qui viennent de certains endroits, savoir pourquoi ils ont été, comme ça se fait ailleurs. Je pense que là-dessus, on n'invente rien. Mais il faut qu'on protège la population de Mayotte, parce qu'encore une fois, je dis on est sur une petite île, on est très nombreux, et on n'a pas envie, on n'aimerait pas du moins que des scènes
tels qu'on les voit dans les médias se produisent ici à Mayotte, parce que on ne sait pas ce que cela donnerait, parce qu'on n'est pas préparé de toute façon à ça, on n'a pas l'habitude de ce genre de phénomène, on ne sait pas comment... Mais mieux vaut, encore comme vous disiez tout à l'heure, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que de guérir, encore une fois. Anticiper encore une fois les solutions en cas de problème. On continue avec un autre sujet grave dont nous allons parler, ce sont ces faits divers qui sont produits en métropole, dans l'Hexagone, et qui mettent en cause des Mahorais pointés du doigt par les médias nationaux. On regarde ce reportage et on en discute après de vrai. Mayotte n'a pas vraiment bonne presse ces derniers temps sur le territoire national. Et pour cause, ces 3 affaires impliquant des Mahorais dans l'Hexagone, 3 affaires dont personne ne remet en cause la gravité, mais qui donnent matière à réfléchir sur la manière dont elles ont été relatées par les médias nationaux. En effet, pour ces 3 affaires en question, l'accent est mis plus que d'ordinaire sur l'origine des malfaiteurs, tous 3 d'originaire mahoraise. Ce matin, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin s'est inquiété du phénomène de stigmatisation que cela pouvait entraîner sur la population mahoraise. On lit rarement dans les tabloïds métropolitains qu'un Normand a créé un carambolage du côté du Var ou de l'Isère, ou un Breton du côté de l'Alsace, ou un Alsacien du côté de Pau. On ne cite pas les origines dès lors que les personnes sont françaises. Par contre, quand c'est un Mahorais, on dit d'origine mahoraise, originaire de l'île de Mayotte. Ouais. Alors ça veut dire quoi ? Soit qu'on ne nous considère pas comme des Français, soit qu'on ne veut pas nous considérer comme des Français, soit qu'on a envie de stigmatiser les Mahorais français. Alors il faudrait savoir, à un moment ou à un autre, il y a une déontologie des journalistes qu'il va falloir respecter, et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et l'image de Mayotte et de la population mahoraise est écornée. Je rappelle que quand il y a 3 faits divers qui sont en effet d'importance, certes, surtout un avec un meurtre et un dépeçage très glauque. Mais voilà, combien de meurtres sont commis par des Alsaciens, par des Normands, par des Isérois, par des Varois, par des Palois, sans qu'on le dise. Une insistance sur une origine mahoraise qui peut être révélatrice. Les Mahorais sont-ils à ce point des étrangers pour les médias nationaux, ou sont-ils dans leur ensemble considérés comme de la mauvaise graine ? Certains s'inquiètent déjà des conséquences que cela peut engendrer sur l'avenir du 101e département. On est inquiet parce que nous maintenant on est déjà mélangés. Il y a des métropolitains, il y a des Réunionnais, il y a des Malgaches, il y a des Africains à Mayotte. Mais si on entend que les jeunes Mahorais qui sont censés être à métropole pour les études font ce genre d'actes, c'est grave. C'est grave et c'est dangereux pour la communauté mahoraise qui se trouve en métropole justement. Reste à espérer que ces affaires ne seront que des cas isolés. Toujours est-il que cela ne vient pas raviver les couleurs de l'île au Lagon qui, on le sait, est bien trop souvent ternie par l'insécurité qui y sévit. On entend parler dans le reportage, notamment le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, de stigmatisation. Pour vous, on y est là avec ce genre de propos ? Bon, stigmatisation, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est le mot, c'est le terme qu'il faudra employer ? Est-ce que cela colle par rapport aux événements qui se sont passés ? Mais j'aimerais juste rappeler que nous, les jeunes Mahorais, les Mahorais qui sommes, que ce soit à La Réunion ou en France métropolitaine, on a un devoir. On représente quand même même Mayotte. Ailleurs, même ailleurs, comme vous venez de le dire, on représente quand même Mayotte. C'est l'image de Mayotte quand même qui est en jeu. Après, je ne sais pas, sur un accident de la route, est-ce qu'on peut prévoir ? Voilà, c'est ça la question. Maintenant, j'ai compris qu'il y a dans la déontologie des journalistes certaines choses à respecter, et le mot stigmatisation, je pense que c'est pour cela qu'il a été utilisé ici, c'est parce qu'on a dépassé justement ces limites. Il me semble qu'on n'avait pas, dans la mesure où on a dit des Français, on n'a pas encore à chercher d'où l'origine exacte de... Mais bon, je ne sais pas si ça aura des conséquences négatives, néfastes envers la communauté mahoraise dans d'autres endroits, dans d'autres provinces. Je n'espère pas, parce que aujourd'hui, les Mahorais de plus en plus s'installent en métropole, s'installent dans toutes les villes. C'est pas comme avant où il y avait des villes qui étaient à connoter
mahoraise. Donc voilà, on espère juste que cet incident sera quelque chose de banal et que ça ne restera pas, et ça n'apportera pas de conséquences très lourdes envers les Mahorais de métropole. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup Ali Debré. C'est ici qu'on achève la première partie des rendez-vous de l'info. Je vous propose de rester avec moi. On se retrouve juste après la pub pour la deuxième partie. Bonjour à tous, c'est Ornella Perrine, votre Miss Météo sur KTV. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h35, juste après le JTM et aussi pendant le week-end. À bientôt! Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info, toujours avec vous et toujours avec mon invité Ali Debré-Combo, conseiller départemental de Mamoudzou 3. On continue avec vous à parler de l'actualité si vous êtes bien d'accord. On y va. Alors cette semaine, l'IEDOM a sorti son étude sur l'économie mahoraise. Je vous laisse regarder ces chiffres, ils sont très parlants et on en parle ensuite. Économie duale, mêlée d'activités formelles et informelles, inégalitaires et déséquilibrées. En termes de conjoncture économique, il reste beaucoup de choses à ajuster depuis la départementalisation en 2011. 3 ans plus tard, en 2014, le territoire est encore en pleine période de transition. Mais les outils de développement ne manquent pas, il faut maintenant s'en saisir. Il y a des éléments qui font qu'on peut être optimiste parce qu'on n'est pas sans savoir qu'on est passé RUP en début d'année 2014. Ça implique qu'il y a des fonds qui vont arriver et qui peuvent servir à l'économie. Maintenant, ce sont des fonds qui ne tomberont pas tout seuls, il faudra aller les chercher et il faudra être éligible pour avoir ces fonds. Et cela implique bien évidemment de se mettre en condition pour pouvoir utiliser ces fonds-là. Dans son bilan 2014, l'IEDOM a aussi souligné un redressement de la consommation des ménages, moteur de l'économie locale. On note ainsi une augmentation de 66% de la consommation des biens d'équipement et des produits courants. Pour soutenir ces achats, les crédits à la consommation font un bond de 14% et représentent ainsi 133 millions d'euros en 2014. Après les ménages, les entreprises, sur les chiffres, on est encore un peu dans le flou. Là où les chambres consulaires en recensent près de 13 000, l'IEDOM en compte un peu plus de 4 000. Essentiellement de petites structures, puisque 96% d'entre elles enregistrent un chiffre d'affaires annuel de moins de 100 000 euros. Très dépendantes de la commande publique, elles ont connu quelques difficultés l'année dernière. La plupart des petites entreprises du secteur du BTP, du secteur de la construction, sont en lien avec la commande publique. La commande publique qui a eu des difficultés au cours de l'année 2014, les collectivités ont eu des difficultés de financement, ce qui a fortement impacté ces petites structures qui ont vu leur délai de paiement rallongé et donc ça peut expliquer aussi que leur vulnérabilité ait progressé au cours de l'année 2014. Pour 2015, l'IEDOM table sur une poursuite des ajustements nécessaires aux acteurs économiques. Selon l'Institut, ce n'est qu'à l'horizon 2016-2017 que l'économie de l'île devrait commencer à se stabiliser. Une économie mahoraise encore fragile, c'est ce qui ressort de ces chiffres. Ali Debré, vous confirmez, vous qui êtes aujourd'hui au cœur de la vie mahoraise? Alors moi, je pense qu'avant tout, il faut se féliciter tout d'abord du fait qu'on dispose d'une institution qui nous sort tous les ans des chiffres clés qui vont permettre justement aux politiques d'adapter, de proposer des orientations et pour améliorer justement. C'est vrai, on a compris, d'après les chiffres qui viennent d'être cités, que l'économie est encore fragile, mais c'est tout Mayotte. On a hérité
d'un nouveau statut, on est passé RUP, il y a beaucoup de changements assimilés pour ce jeune département. Et je pense qu'il ne faut pas vouloir aller justement trop vite au peur de se brûler les ailes. Aujourd'hui, on est en 2015. On nous dit que l'économie est fragile, mais voilà. On va se reposer justement sur ces premiers chiffres pour voir comment justement on peut améliorer pour faire en sorte que dans 2-3 ans, l'IEDOM nous dise que voilà, on est sur la bonne pente. On va dire que d'un coup de revers, tout va marcher. Sinon, ce serait facile. Mais je pense qu'il faut être optimiste et avoir en vue une progression positive. Alors, on l'a vu dans le reportage également, il est dit qu'il y a une amélioration qui est prévue à l'horizon 2016-2017. Donc, vous parliez d'anticipation. Donc, au niveau du conseil départemental, on a vu l'année dernière déjà le conseil général, qu'il était à l'époque, a beaucoup aidé les entreprises. Est-ce que c'est aussi, vous pensez que ça sera aussi la même tendance cette année, l'aide aux entreprises? Alors, je ne voudrais pas trop m'avancer parce que on est dans l'étude du vote du budget, mais bien entendu, il sera opportun justement d'aider tout porteur de projets pour faire décoller l'économie, consolider l'existant, mais pour ça, il faudra trouver les contours. Bien sûr, mais comme je vous dis, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas trop m'avancer parce qu'on est en phase d'étude pour le vote du budget qui est prévu pour le 29 de ce mois. Alors, autre sujet économique, mais cette fois-ci, on va parler de l'imposition 2015. Les déclarations sont lancées, il va falloir les remplir. Des nouveautés, comme je vous laisse le découvrir dans ce reportage. À quoi faut-il s'attendre pour les impôts sur le revenu version 2015 ? Les nouvelles sont plutôt bonnes. En 2015 comme en 2014, le crédit d'impôt de 40% spécial d'hommes est maintenu et les foyers les plus modestes devraient bien s'en sortir, comme l'explique Anne Elghazi, directrice du pôle fiscal. Le grand message, c'est deux grands messages. La baisse de l'impôt qui a été initiée en 2014 et qui est confirmée pour 2015 avec la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu, donc suppression de la tranche à 5,5 qui devrait permettre un allègement fiscal pour les revenus modestes et moyens. Et le deuxième grand message, c'est pour Mayotte cette année, on peut déclarer en ligne. Déclarer en ligne, voilà le mot d'ordre cette année. Pour ce faire, il suffit de se connecter au site impôt.gouv.fr. Muni de votre numéro fiscal et de votre mot de passe, vous n'aurez qu'à déclarer vos revenus de l'année 2014, vérifier votre état civil et adresse postale, puis valider en un clic. Les plus, vous bénéficierez d'un délai supplémentaire. Vous aurez jusqu'au 9 juin, alors que la date limite est fixée au 19 mai pour la version papier. En cas d'erreur, vous pourrez aussi modifier votre télédéclaration jusqu'au 17 juillet inclus. Traçabilité et aspect pratique, la télédéclaration n'a que des avantages selon l'administration fiscale. Sur son compte, on trouvera sa déclaration qu'on a déposée en ligne et tous les avis d'imposition. Ça veut dire que si on déclare en ligne, on aura son avis d'imposition beaucoup plus tôt et on n'aura pas besoin de se déplacer au service des impôts pour obtenir son avis d'imposition. On peut aussi voir ses paiements, sa déclaration, les démarches en ligne qu'on a pu faire. Enfin, on trouve toutes les démarches fiscales, on les trouvera dans ce compte-là. Et même si le taux d'équipement augmente chez les foyers mahorais, les finances publiques ont pensé aux contribuables ne disposant pas d'ordinateur et ou d'accès Internet. Les services fiscaux mettent à disposition des ordinateurs et des agents pour les aider à remplir le formulaire en ligne. Les bureaux sont ouverts au public du lundi au jeudi, de 7h30 à midi et le vendredi de 7h30 à 11h. Des réunions d'information sont aussi prévues aux 4 coins de l'île à partir du week-end prochain. Déclaration en ligne, l'une des mesures nouvelles de cette année 2015 en matière de déclaration d'impôts. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose que les Mahorais vont apprécier? Alors, depuis l'année dernière, on a été soumise à l'impôt de droit commun, comme en métropole. Moi, j'entends nouveauté, déclaration en ligne. Mais est-ce que c'est vraiment là qu'il faut placer l'attente où est placée l'attente des Mahorais? Je ne pense pas.
la déclaration en ligne existe depuis un peu plus de temps en métropole. À Mayotte, on a l'impression qu'aujourd'hui, parce qu'on a la possibilité de faire sa déclaration sur Internet, donc c'est une nouveauté. Non, il faut arrêter. Et parce que quand vous regardez, il y a encore des zones à Mayotte qui ne sont même pas dépourvues du haut débit. Il y a beaucoup des habitations n'ont pas accès à Internet. Après, bien sûr, on me dira que ça peut faciliter aussi l'accès au service des impôts et des agents qui ont été mis à disposition des ordinateurs. Mais est-ce qu'ils peuvent accueillir toute la population de Mayotte? Même quand on a rempli sa déclaration à la maison, qu'on va là-bas pour demander des renseignements, il faut faire une queue pas possible, attendre des heures et des heures. Quand vous regardez le service des impôts ici à Mamoudzou, il n'y a même pas un endroit digne pour accueillir cette population qui est là. On reste sous le soleil. C'est là où elle est justement l'urgence. La nouveauté, ça aurait été ça, qu'il couvre cet endroit pour pouvoir accueillir les gens à l'abri. Mais c'est pas à devenir. Je ne pense pas en tout cas que ça enchantera beaucoup. Enfin, je sais pas. Pour vous, vous êtes sceptique encore, vous. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on nous explique que concernant, par exemple, tout ce qui est les allocations, on nous dit il y a un temps de rattrapage, il faut aller petit à petit. Mais quand on parle de l'impôt, c'est de facto, ça s'applique. Le droit commun, le même pourcentage. En fait, deux poids, deux mesures pour vous ici. Voilà. Or, on sait que beaucoup de nos parents ne travaillent pas, n'ont jamais travaillé. Ils vivent de par nous, leurs enfants qui travaillons. Donc, pour vous, il fallait revoir encore les choses autrement et pas seulement dans le fait de dire qu'il y a des déclarations qui peuvent être faites en ligne, mais c'est surtout au niveau du taux même de l'imposition qu'il aurait peut-être fallu travailler. Il va de soi. Après, on verra d'ici la fin de la déclaration si vraiment c'est quelque chose qui a enchanté les Mahorais. On fera le bilan. Il faudra aussi qu'il là-dessus il communique. Direction maintenant la plage de Sakouli à l'île de Bray, si vous le voulez bien, avec ces restaurateurs qui se plaignent de l'état des plages. On regarde ce reportage. Côté mer, la plage de Sakouli paraît bien propre. Mais si l'on se retourne, la scène côté terre est beaucoup moins idyllique. Les déchets s'entassent au creux des arbres depuis 10 jours. Le ramassage des ordures est normalement assuré par le CIDEVAM 976, mais seulement au niveau des bennes sur le parking et pas directement sur la plage. Les établissements de tourisme sont donc contraints de mettre la main à la pâte. Sur cette plage, on fait l'entretien nous-mêmes en fait. Toute la partie ololo. Nous, on a une personne qui travaille sur non seulement notre site, mais en même temps, on fait toute la moitié de la plage jusqu'au parking. Donc nous, notre partie de plage est propre. À la suite du beach food, cette partie de plage était propre. Le personnel du snack nettoie ainsi près de 6000 m² d'espace quasi quotidiennement. Et même si ce ramassage ne relève normalement pas de ses compétences, le gérant note une amélioration de la propreté depuis une quinzaine d'années et dit agir aujourd'hui par prévention. De l'autre côté de la plage, autour de la crêperie Sous le Vent, même constat. Pour assurer la propreté, les gérants assurent eux-mêmes le ramassage. Et surtout en période de grande marée pour éviter que les ordures ne se retrouvent sur la barrière. Selon les gérants des établissements de Sakouli, le Beach Foot Entreprise et ses 2000 spectateurs du 12 avril dernier pourraient être partiellement responsables. Pour savoir comment le nettoyage avait été pris en charge, nous avons contacté l'organisateur Angalia. Malheureusement, personne n'a donné suite à nos sollicitations. La problématique des déchets à Mayotte tend à se répéter à l'île de Bray. C'est quand même quelque chose qui n'est pas valorisant pour notre île au fil du temps. Les déchets à Mayotte tendent à se répéter. Cela veut dire qu'à un moment donné, on avait trouvé une solution. Mais moi, quand on parle d'environnement, c'est avec un pincement au cœur. Parce que cette île a quand même comme emblème cette fameuse fleur qui est l'ilang. Donc je me dis que partout à Mayotte, on devrait sentir l'odeur de l'ilang. C'est pas mal. C'est peut-être naïf, mais bon voilà. Donc aujourd'hui, on
constate qu'en 2015, il y a encore du travail à faire. Et je pense que dans les sujets de notre précédent, dans l'émission qu'on avait fait, il y avait déjà ce sujet qui concernait l'environnement. Il faut que nous, la population habitante de cette île, on puisse se rendre compte à un moment donné que le tourisme représente quelque chose qui peut faire décoller cette île. Parce que c'est quand les gens viennent, visitent, qui sont contents, qu'ils feront venir d'autres personnes, de par leur bouche à oreille, de par la cotation de Mayotte sur les tours opérateurs, comme ça. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il me semble qu'on a essayé, on a mis en place des programmes, on a mis en place des journées de sensibilisation. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas chercher plus loin encore? Mais plus loin, c'est quoi? Faut aujourd'hui que tout le monde puisse donner son avis là-dessus, parce qu'il me semble que les organismes concernés, comme je disais, ont fait le nécessaire. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a souvent vu des opérations ponctuelles aussi. Est-ce que dans le temps, il ne serait pas nécessaire de trouver des programmes qui s'étalent dans le temps de manière continuelle tout au long de l'année? Après, c'est pour ça que je disais qu'il faut que tout le monde s'y mette. Et les municipalités, je dirais tout le monde, enfin j'ai envie de dire tout le monde, pardon, parce que c'est un sujet qui est général, je veux dire. Pour une fois qu'on peut dire quelque chose à Mayotte qui touche tout le monde, il y a cet environnement. Mais on constate que ça ne prend pas. Alors on se pose la question, où est-ce que ça freine? Je me souviens du temps où on était encore à l'école primaire. Il y avait des semaines qui étaient balisées où on plantait des fleurs dans nos cours d'école. Il y avait des gens qui venaient, qui nous donnaient l'importance, l'importance justement de Mayotte, à ce que Mayotte soit propre, à ce qu'on garde encore, qu'on ait des endroits qui soient protégés. Et aujourd'hui, ces choses-là n'existent plus. Or, comme on l'a dit précédemment dans un de nos sujets qui concernait les jeunes de maintenant, ce sont les adultes de demain, les responsables de demain. Peut-être que si on les sensibilise dès le jeune âge, dans les écoles, on va ça permettrait justement d'avoir des adultes beaucoup plus responsables. À observer le changement de comportement que tout le monde attend, qui pourrait donner une autre image ou donner cette image de Mayotte qui est Mayotte île au parfum. Alors, vous parlez de jeunes à l'île de Bray, je vous propose d'en retrouver certains dans ce sujet, donc les assises de la mobilisation de l'école et de ses partenaires pour les valeurs de la République. Ça fait un intitulé assez long, mais je vous propose de savoir ce qu'il contient dans ce reportage. Assise de la mobilisation de l'école et de ses partenaires pour les valeurs de la République, l'intitulé en dit long sur les objectifs à atteindre, autrement dit comment faire de l'école le lieu d'apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble. Pour ce faire, 11 mesures ont été prises, des mesures qui s'articulent autour de 3 axes prioritaires, la laïcité, la réduction des inégalités et la création d'un nouveau parcours éducatif de l'école élémentaire à la terminale. De l'école et de ses partenaires pour les valeurs de la République. On est là pour donner toutes les possibilités, tous les cadres, expliquer tous les enjeux d'un débat ou d'une question, sans en favoriser l'un par rapport à l'autre, de façon à donner simplement à chaque élève les moyens lui-même de se forger sa propre idée, sans que ce soit quelqu'un qui lui serve quelque part des idées ou des choses à penser, ou du prêt-à-penser. Présente dans les écoles, les collèges et les lycées depuis septembre 2013, ce document important expose avec clarté les valeurs de la République que l'école s'engage à transmettre en même temps que les savoirs. Composée de 15 articles, cette charte rappelle les règles essentielles à respecter, les règles fondées sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité de la République. Et durant les échanges, les parties prenantes ont pu se rendre compte de l'importance de maintenir le dialogue entre jeunes et les adultes. Les jeunes ont vécu un moment où ils ont vu un débat d'idées entre des adultes qu'ils seront tous amenés à rencontrer à un moment ou à un autre de leur vie quotidienne, sans aller très loin, et qu'il est important de créer des lieux où on peut échanger pour
se rendre compte qu'on peut avoir des interprétations des mots. Les grandes lignes sont donc fixées, mais durant les échanges, lors des différents ateliers organisés pour l'occasion, quelques craintes ont également été exprimées. Pour certaines parties prenantes, en effet, même si cela part d'un bon sentiment, entre la théorie et la pratique, il y a encore du chemin à faire. Le dialogue, le débat, les jeunes, les adultes, ça fait beaucoup de choses dans ces assises, Ali Debray. J'ai compris dans ces assises qu'on parlait plus exactement de la laïcité, les valeurs de la République. Je pense que c'est une bonne chose, parce que comme on le disait précédemment, que c'est peut-être en prenant cette jeunesse, en le formant, en l'inculquant de certaines valeurs très tôt, qu'on pourra demain espérer avoir de bons citoyens. Parce que les citoyens, cela veut dire transmission. Ça va être des parents demain. Et ils pourront, à leur tour, retransmettre ce qu'ils ont reçu. Voilà, ce qu'ils ont reçu. Cette laïcité, moi j'ai toujours peur de tous ces gros programmes qui nous viennent de Paris. Parce qu'ici, à Mayotte, des fois, on a l'impression qu'on est un petit peu déconnecté. De la réalité métropolitaine, hexagonale. Métropolitaine. Et il faut, et ce qui est dommage, c'est que cela vient qu'à chaque fois qu'il y a un événement ou quelque chose qui se produit de dramatique ou pas. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas caler des journées, encore une fois, où on parle de la laïcité, mais dans toute la France. Alors, les valeurs de la République englobent la laïcité. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Il y a le respect, il y a pas mal de choses. Donc aujourd'hui, on voit à Mayotte avec l'État la situation qu'il y a dans les établissements scolaires. On voit ces violences entre les jeunes et les adultes, leurs professeurs. On voit ces violences entre jeunes eux-mêmes. Ce programme arrive peut-être à point nommé et il fallait peut-être qu'à Mayotte, on insiste beaucoup plus sur ce genre de dispositif. Vous ne pensez pas ? Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on assiste à ce qu'on a appelé le respect d'autrui. Donc si de par ces assises, on peut ramener ne serait-ce qu'un minimum de conscience de la part de cette jeunesse, voilà. C'est toujours bon à prendre. Voilà. Ali Debray, je vous propose maintenant de parler un peu de vous, le conseiller départemental que vous êtes devenu depuis les élections précédentes qu'on a connues fin mars. Qu'est-ce qui change aujourd'hui pour vous ? On sait que vous avez, en parlant de jeunes, vous avez beaucoup travaillé avec eux. Est-ce que votre action va beaucoup porter justement sur les actions à mener pour aider cette jeunesse mahoraise notamment ? Bon, alors, je suis conscient que l'élection a suscité beaucoup d'espoir, notamment les jeunes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes, parce que je pense que ce serait une erreur fatale de dire qu'on va axer tout le gros de notre travail sur la jeunesse. Parce qu'en plus, la jeunesse, on peut travailler avec elle de différentes manières, de toute façon. Voilà. Il est prévu dans mon programme que j'aille encore à l'encontre de cette jeunesse, qu'on en discute et puis qu'on puisse parler de choses mais qui nous concernent, mais on va dire terre à terre. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut pouvoir se dire une certaine vérité si on veut avancer. Ne pas faire miroiter des choses qu'on ne sera pas capable de faire notamment. Tout à fait. Alors, lorsqu'on se trouve à Ali Debray dans un conseil départemental avec d'autres élus autour, comment ça se passe au niveau des relations au quotidien ? Je pense que nous, avant de rentrer dans la politique, on est quand même passé par le monde associatif. Et je pense que c'est une continuité, si vous voulez. Et dans la politique, l'action individualiste n'a pas sa place. Il faut ici faire des concessions et à un moment donné, voilà, on ne sera pas toujours d'accord, mais il faudra savoir se placer et puis avoir en vue que voilà, c'est Mayotte.
Mayotte avant tout qu'il faut faire développer, c'est Mayotte qu'il faut faire décoller, parce que à cette mandature, voilà, il faut qu'on se mette nous la pression pour se dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. En même temps, vous donnerez l'exemple comme cela aux Mahorais, la population qui vous surveille en fait, on va dire depuis. On sait que d'après ce qui s'est passé le 2, on a un poids très lourd de par l'histoire. Quelle trace on va donner? Parce que c'est une nouvelle mandature, c'est cette mandature de 2015. On part quand même sur 6 ans. Et comment on va se comporter en 6 ans? On sait que de l'autre côté, il y a 2 anciens. Il y a un ancien président en plus, et le nôtre qui fait le doyen de toutes ces personnes-là. Donc voilà, à nous, jeunesse, de pouvoir identifier justement et ne pas être en perte de repère comme justement. Donc comme j'ai dit, nous on souhaite travailler en bonne intelligence avec ces personnes-là, profiter de l'expérience qu'ils disposent, parce que mine de rien, ils ont quand même de l'expérience à vendre, et toute la place leur sera faite. Voilà. Merci beaucoup Ali Debré pour ces précisions. Je rappelle Ali Debré Combo, conseiller départemental de Mamoudzou 3. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV et vous dis à demain avec de nouvelles infos et un nouvel invité.